sont plein minutes en avance. Je vais baisser le volume. Ce webinaire qui va être consacré à une espèce de synthèse pratique de l'ensemble du cours. Au fond, au lieu de prendre un morceau et de s'y concentrer, comme par exemple le ciblage ou bien l'approche téléphonique ou d'autres aspects, LinkedIn, sa page LinkedIn, son blog, préférable aujourd'hui de prendre du recul et de faire la synthèse. Car en fait, la vie, c'est l'ensemble des 5 étapes pour ce qui nous concerne. Et ce, d'autant plus qu'on ne sait pas quand les interviews vont arriver. Les interviews peuvent arriver au début. Et à ce moment-là, vous dites, mais comment, c'est dommage, je n'ai pas fait la présentation la plus sophistiquée. Il y a une règle qu'un coach m'avait apprise et que je trouve très juste. Il disait, fait, c'est parfait. Il voulait dire par là, il vaut mieux faire et agir que de chercher à faire quelque chose de parfait qui finalement retarde le moment où on va commencer à agir. Alors c'est un peu philosophique, mais c'est clair. La tentation, c'est de faire un curriculum vitae formidable, mais le curriculum vitae parfait, vous ne l'aurez pas dans 10 ans. Rien n'est parfait. Il vaut mieux avoir un curriculum vitae imparfait et le présenter à quelqu'un qui va engager un interview et vous recruter. Donc il disait, fait, c'est parfait. C'est mieux que parfait. Alors on va aborder ce sujet. Je vais vous dire un petit peu le plan qu'on va suivre aujourd'hui et vous donner des tuyaux pour atteindre le succès. C'est des tuyaux qui sont psychologiques, qui sont pratiques, qui sont digitaux ou bien qui sont de présentation personnelle ou de stratégie personnelle. C'est dans tous les domaines. Mais il y a des tuyaux qui font qu'on réussit, puis d'autres approches qui font qu'on échoue. On va examiner un peu tout ça. Alors j'ai divisé notre discussion en 7 ou 8 chapitres. Le premier, c'est planifier sa semaine par projet le dimanche soir. C'est concret. Il y a un moment donné, le dimanche soir, le week-end, de façon nostalgique, se termine. On a vu ses amis, on a pour réfléchir à ce que vous allez faire la semaine prochaine, la semaine qui vient. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce formulaire que je vous ai transmis. Et si vous ne l'avez pas, demandez-le-moi, qui s'appelle le planning hebdomadaire. C'est une feuille de papier blanche avec des cadres qui sont présentés et qui donnent les projets sur lesquels vous devez travailler mort au vif avant la fin de la semaine. Vous mettez sur cette feuille blanche, qui a quand même un cadre, imprimé, pré-imprimé, vous mettez les choses que vous devez faire qui sont importantes dans la semaine. Alors, vous pouvez avoir un projet 1, un projet 2, un projet 3, qui seront peut-être des stades d'avancée de votre recherche. Si vous en êtes là, vous mettez la société A, la société B, la société C, avec le téléphone, et il faut avoir appelé avant vendredi soir, il faut que j'ai fait ça, ça et ça. Il ne faut pas mettre plus d'une dizaine de choses. Mais c'est les 10 choses que vous devez avoir faites pendant la semaine. Vous y réfléchissez le dimanche soir. N'en mettez pas trop, parce que vous ne le ferez pas. C'est comme les résolutions de début d'année, on les met sur un papier, puis on ne le fait pas. Là, c'est les choses que vous devez faire. Donc vous vous auto-hypnotisez à le faire. Et dans ce
cette demi-heure ou cette heure que vous passez à rédiger votre planning hebdomadaire, vous mettez ce qui est important. Vous ne mettez pas l'accessoire. Il peut y avoir des choses personnelles. Acheter un livre ou faire quelque chose pour un membre de votre famille, c'est essentiel à votre équilibre. Et par conséquent, vous le mettez. Vous pouvez séparer les choses personnelles des choses professionnelles. Mais ce document est essentiellement professionnel, à 90%. Mais si vous avez 2, 3 choses qui sont personnelles, en fait, elles sont tellement importantes qu'elles impactent sur votre vie professionnelle. Parce que si vous ne les faites pas, vous serez déçu, vous vous sentirez coupable de ne pas l'avoir fait. Fêter un anniversaire, acheter un cadeau à quelqu'un, c'est peut-être un élément essentiel de votre motivation. Et si vous ne l'avez pas fait, ben, vous vous dites, j'ai vraiment pas été bien. C'est un élément négatif qui entre dans votre personne. Donc, la première des recommandations, c'est ayez un plan hebdomadaire de vos actions dans lesquelles vous choisissez de façon sélective les 8, 10 choses que vous devez avoir faites avant vendredi. Vous ne mettez pas l'heure, vous ne mettez pas quand vous allez les faire, mais vous les regardez et en fait, vous les commencez lundi matin à première heure, sans tarder. Et puis on voit ce qui passe pas. Il y a des appels téléphoniques, c'est peut-être la 3e fois que vous aurez la chance de tomber sur la personne. On vous dit elle n'est pas là. Bon, les choses ne se réalisent pas comme on le veut. Mais j'ai pensé que c'était le point numéro 1, être organisé sur ses priorités. La deuxième chose, ce sont les habitudes qu'il faut avoir pendant le week-end. Et j'ai vu un article qui est très terre-à-terre, qui explique comment vivre le week-end de telle sorte que le reste de la semaine soit bien fait. Je vous envoie cet article. Il vous fera peut-être sourire, mais il rappelle des choses fondamentales. Alors maintenant, on va passer, après la planification hebdomadaire qu'il faut faire le dimanche soir, on va passer au point 2. Je vous ai dit qu'on serait très concret. Savoir cibler les entreprises auprès desquelles on souhaite travailler. Vous avez vu qu'il y a toute une série de critères, votre compétence, votre savoir-faire inné que vous devez, qu'on appelle les soft skills, c'est les talents qui ne sont pas des compétences techniques, mais qui sont des talents de leadership, de volonté, de pugnacité, de créativité. Tout cet ensemble de talents fait que vous préférez certaines sociétés et d'autres non. Donc, vous avez ciblé des sociétés qui vous plaisent. C'est la déclaration synthétique. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Et donc, vous avez fait une liste de sociétés. Pour simplifier, je vous ai recommandé d'en prendre 10 dans le domaine de votre compétence technique, ce que vous savez faire et que vous avez fait depuis 10 ans, puis 10 dans un domaine qui vous plaît, mais qui est proche de vos compétences et de vos métiers, et puis 10 autres, mais ça vous n'en trouverez pas 10. Si vous en trouvez 4 ou 5, c'est bien le maximum. Dans un domaine totalement différent, où vous pensez que vous pourrez vous épanouir, parce que ce sont des rêves de jeunesse, c'est des fantasmes peut-être que vous avez, que vous voulez tester. Il faut rester créatif. Il ne faut pas chercher à rester dans son domaine. Il y a des domaines nouveaux dans lesquels vos lectures, vos discussions avec des amis vous ont enthousiasmé, et c'est peut-être ça que vous voulez faire. Et plus c'est différent, et plus il faut le chercher. Donc c'est chercher la contradiction, le paradoxe, mais réserver quelques
cible dans ce domaine. Ne cherchez pas toujours le domaine de votre compétence technique, bien que ce soit également le cœur de cible. Donc les tuyaux que je peux vous donner sur le PT, mais je vous ai indiqué qu'il fallait se renseigner sur vos concurrents, sur les fournisseurs, le système général de votre profession dans lequel vous pouvez exceller. Après, vous exercez un ciblage en dehors de ce domaine où vos qualités personnelles pourront s'épanouir. Je crois qu'il faut être créatif. Si vous désirez en savoir plus sur le ciblage, reportez-vous à certaines de nos conférences sur ce domaine, parce que j'ai remarqué que c'est la plus grande difficulté avec l'approche. Mais l'approche, c'est différent, on en parlera tout à l'heure. Et le ciblage, vous avez des personnes qui n'arrivent pas à cibler, parce qu'ils vont cibler leurs 4 ou 5 concurrents, ils vont demander à ces concurrents, après une enquête, qui il faut voir, mais après ils sont secs, ils n'ont pas d'idées nouvelles. Il faut que ce soit un écosystème large. Le ciblage doit embrasser beaucoup de sociétés pour arriver au chiffre d'une trentaine de sociétés pour que la loi des grands nombres puisse agir. Si vous en avez 3, vous serez très déçus si vous n'arrivez pas à entrer dans ces sociétés. Alors, il y a des domaines, des gens qui ont une qualification pour 3 ou 4 sociétés, ils sont tellement qualifiés qu'on les prend tout de suite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous serez peut-être déçus si au bout de, après avoir appelé les 3-4 sociétés qui vous semblaient votre univers de cible, vous avez une réponse négative. En fait, ce sera le point de départ de votre vrai ciblage. Nous passons au point 3. On a parlé longuement de l'élimination des blocages. Et cette élimination des blocages, c'est déterminant pour la réussite de votre projet. Je crois que les blocages sont souvent d'origine psychologique. On se sent pas qualifié, on se sent rejeté, on se sent un peu seul. L'entourage vous demande tous les jours, alors, tu as trouvé quelque chose? Évidemment qu'on n'a pas trouvé, sinon on leur aurait dit. On peut toujours se raconter une histoire qu'on est incompétent, qu'on est seul au monde, que personne ne veut de vous. Mais en réalité, vous aurez fait dans l'auto-évaluation la liste des choses que vous savez faire, des réalisations que vous avez obtenues, les 3 ou 4 réalisations que vous avez obtenues au cours des 10 dernières années. Ne cherchez pas le négatif, car tout le monde est mauvais. Tout le monde est négatif si on veut se raconter une histoire. La liste de ses échecs, c'est en fait la liste de ses futurs succès, car c'est à partir de l'échec qu'on construit le succès. Donc, rejetez toutes ces pensées négatives, éliminez tous les blocages, mais les blocages, j'en ai parlé dans une session précédente, de façon très approfondie. Je pense qu'il n'y a pas lieu de revenir. Les questions que vous me posez souvent correspondent à des blocages. Elles portent en général sur le ciblage et sur l'approche. Parce que l'approche est un moment clé. Il y a ceux qui savent approcher, ils ont la première phrase qui convient, ils ont un sens du timing, et puis il y a ceux qui, comme moi j'ai été, au début, je ne savais pas approcher les gens. Et ça va débloquer
les difficultés que vous avez dans ces deux phases qui sont essentielles. Il faut étudier et prendre conscience de ces blocages, car c'est en étudiant et en prenant conscience des difficultés que vous avez dans chaque phase de la recherche d'un poste que vous trouvez la solution. La solution, elle est très simple. Chaque fois, vous trouvez la solution. Et si vous ne l'avez pas, je la donne dans la formation. Prenez l'exemple du blocage le plus fréquent. Il y a le ciblage, bien sûr, mais une fois que vous avez vos cibles, l'approche. Je vous rassure, tout le monde est timide. Tout le monde a des difficultés pour faire un appel dans le dur. C'est inévitable. Alors vous avez ceux qui peuvent vous servir d'exemple. Ce sont les vendeurs nés. Les vendeurs nés n'ont aucun problème. Ils téléphonent, ils ont une réponse à toutes les objections, ils savent avec suavité dire à l'assistante pourquoi ils veulent appeler le patron. Ils arrivent à passer, on ne sait pas comment. On estime que ce sont des miracles, des magiciens. Et puis, ils ont les phrases qui conviennent. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'on peut vous rappeler cet après-midi? Quel est le bon moment? Ils savent aussi, le truc de base, c'est poser des questions pour connaître les motivations de l'interlocuteur. Ils savent écouter, mais interrompre au bon moment en disant qu'ils ont la solution et poser une deuxième question. Est-ce que vous seriez intéressé par quelqu'un qui va résoudre tel problème? À ce moment-là, on attire l'attention de son interlocuteur. Il y a des cours, il y a du coaching qui existe pour apprendre à faire des appels téléphoniques dans le dur. Je vais en mentionner un en annexe. Je trouve ça peut vous rassurer. Ça ne vous donnera pas des tuyaux, à mon avis, que vous ne connaissez pas, mais ça peut vous rassurer psychologiquement quand vous serez dans cette situation. J'ai suivi de tels cours tout à fait au début de ma carrière de chasse de tête. J'avais 25 ans, 28 ans, il fallait que j'appelle quelqu'un qui était directeur commercial, qui voyageait par Mons et par Vaux, il fallait que je l'approche. Lui ne cherchait pas d'emploi. Or, c'est le métier de chasseur de tête d'approcher des gens aussi qui ne cherchent pas d'emploi et qui pourraient être intéressés si on a l'occasion de présenter une offre plus intéressante que son travail actuel. Comment faire? Je me disais, mais je vais me faire assassiner à chaque étape. Je suis tombé sur des gens qui ne correspondaient pas, je dérangeais des gens dans des réunions. Souvent, l'assistante disait, mais dites-moi exactement ce que vous voulez que je transmette comme message. Évidemment, il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Et nous avions donc des cours pour répondre à chacune de ces situations. J'ai appris graduellement, après, sur le tas, par mes erreurs. Je suis tombé un jour, je cherchais un directeur de marketing dans l'industrie pharmaceutique. J'appelle quelqu'un en Hollande, qui était sur des annuaires, directeur de marketing. Je ne savais pas qu'en Hollande, le mot directeur, c'est équivalent à président. Une entreprise a généralement 3 présidents pour l'opérationnel et l'industriel. Ne sachant pas cela, je vois dans un annuaire directeur de marketing le nom de quelqu'un, je l'appelle, par un espèce de miracle, je tombe sur lui. C'était l'homme le plus riche de Hollande. Il était propriétaire d'un ensemble industriel
y compris pharmaceutique. Il a beaucoup ri. Il m'a écouté d'abord. J'avais un poste de directeur de marketing, pas junior, mais un poste normal. Il s'agissait de faire le marketing d'industrie pharmaceutique en Europe pour une entreprise de taille beaucoup plus petite que la sienne. Et il a pris ça sur le ton de l'humour. Et c'était d'ailleurs assez sympathique. Mais de cette erreur, j'ai tiré dans le temps des enseignements. Il faut étudier sa cible, voir pour quelles raisons il pourrait être motivé et intéressé à vous parler, connaître l'entreprise, voir où il se situe dans l'organigramme, éviter toutes les erreurs que cette histoire révèle. Et puis nous avions des sessions de simulation. Vous pouvez le faire seul d'ailleurs. Vous faites comme si vous aviez un interlocuteur, et puis vous faites toutes les objections que cet interlocuteur peut faire. Je suis pris, je ne suis pas intéressé. Il faut résoudre le passage à la discussion. Souvent, il faut se baser sur l'assistante, parce que l'assistante, c'est votre meilleur allié. Enfin voilà, chaque cas est différent, et ça s'apprend. Le point 4, ça consiste à éliminer ce qui fait le plus grand nombre d'échecs dans la recherche de job. J'ai posé la question à diverses personnes, des collègues, des chasseurs de tête, des personnes qui étaient des candidats. Et en réalité, la vraie raison de l'échec d'une recherche de poste, je vous rassure, une recherche de poste est toujours en échec jusqu'au jour où elle réussit. J'expliquais à des gens que c'est un peu comme le mariage. Vous avez la première personne, vous pensez que vous allez l'épouser, la deuxième, la troisième, la quatrième, mais ils deviennent des amis, puis ça n'évolue pas, et puis à un moment donné, vous vous mariez, et la recherche est terminée. C'est peut-être osé comme comparaison, mais enfin, c'est pas faux. Donc la plus grande erreur de recherche d'un poste, c'est de ne pas avoir de plan. Alors j'ai trouvé que c'était un peu abstrait, mais en réalité c'est vrai. Avez-vous un plan? Alors vous me direz, oui, mon plan, c'est de trouver tel poste. Non, ça c'est un objectif. C'est pas un plan. Un plan, ça consiste sur la base de votre objectif que vous avez choisi, de mettre en valeur les 2 ou 3 qualités que vous avez vraiment et pas les 50. Vous n'êtes pas dans un argumentaire de vente. Et d'indiquer les moyens qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Il faut que ces moyens soient simples. Il ne faut pas vous compliquer la vie. Vous cherchez à être un banquier dans telle catégorie, vous démontrez à vous-même que vous avez 3-4 qualités et des réalisations. Restez-en là. Ne cherchez pas à vous disperser. Ne cherchez pas à vendre des choses qui sont banales et qui n'intéressent personne. Votre interlocuteur cherche 3-4 choses. Restez dans le cadre de ce plan. Et ce plan indique vos options, option A, option B, option C, c'est-à-dire les filières dans lesquelles vous allez aller. Vous allez dans tel type de secteur, tel autre, tel autre. Et là, vous allez vous concentrer dans le cadre de ce plan qui indique vos ressources, vos moyens, vos objectifs. Vous allez appeler des personnes ou rentrer en contact avec des personnes qui correspondent très exactement au point d'excellence que vous avez.
Le drame, c'est que vous êtes conseillé par des gens qui vous font changer votre plan. Vous devriez essayer ça, il y a telle voie, mais vous avez un plan. Vous avez vos trois ou quatre qualités, vous avez les trois quatre secteurs que vous voulez explorer. Restez-en là. Le plan est bon, n'en changez pas au gré des opinions des uns des autres, des caprices. Il se peut qu'à un moment donné, une idée totalement nouvelle émane de conseils extérieurs. Vous l'ajoutez au plan, il devient votre plan. J'ai consulté des coachs en transition professionnelle qui se spécialisent dans la recherche de postes et qui conseillent. Ils me disent tous, prenons un exemple. Vous cherchez un poste dans la publicité ou dans le lobbying. Vous habitez la province, vous pensez avoir les qualités pour ça, vous avez des réalisations, vous avez les diplômes qu'il faut, et vous avez été dans des expériences, dans divers postes qui vous ont permis de direction de communication, dans lesquels vous avez réalisé des choses. Mais si vous voulez un poste de lobbying et un poste dans une société de communication institutionnelle, ce sera très difficile de l'avoir si vous n'allez pas à Paris ou à Bruxelles ou dans des grandes capitales où il y a ce genre de société. Si vous êtes dans une ville provinciale, il faudra vous expatrier. Il n'y a pas d'autre solution. Donc votre objectif est en contradiction avec le désir de rester sur place. Il faut que votre plan choisisse. Vous ne pouvez pas tout mettre en accord. Il faut sélectionner les critères déterminants pour vous. Un autre exemple, une personne de notre groupe a ce problème. Elle est une experte, ingénieure patrimoniale, elle connaît très bien les techniques pour choisir les investissements, pour conseiller les épargnants d'un certain niveau. Elle a tous les diplômes, elle a même l'expérience dans des sociétés d'investissement ou dans des banques. Mais les institutions qui s'occupent de gestion patrimoniale sont de façon prédominante dans les très grandes villes, et surtout à Paris. Elles se trouvent soit dans des spécialistes de gestion patrimoniale, soit dans des départements de gestion privée de banques. Le plan doit tenir compte de cette dimension. Si la personne veut rester en province, elle va avoir les plus grandes difficultés à trouver le poste de gestion privée qui sont pléthores à Paris. Donc il y a un problème de résidence qu'il faut qu'elle se pose vis-à-vis d'elle-même. Il faut que le plan fasse des choix, soit cohérent. Il prend vos points d'excellence, vos réalisations, discute, évalue les points d'arrivée et voit ce qui est possible. Et parfois, une des dimensions doit céder. Il faut simplifier sur la connaissance de vos forces. On n'a pas 10 forces, on en a 2 ou 3. On est charismatique, on est vendeur, on est grand analyste stratégique. On ne peut pas être tout sur tout. Il faut éliminer la tentation de faire valoir des dizaines de qualités. Personne ne vous croit. Il faut concentrer votre action sur l'essentiel. Un membre de ce groupe est spécialisé
dans la communication politique, le lobbying, éventuellement la gestion de crise, mais c'est son domaine cible. Il ne faut pas se disperser. D'ailleurs, elle le sait. Et là, vous pouvez trouver vos 10 cibles les meilleures ou vos 15 cibles les meilleures, y compris d'ailleurs de se mettre à son propre compte. Alors parfois, il faut avoir le courage de changer de plan. Et en général, on change de plan pour mieux réaliser son plan ancien. C'est-à-dire, on commence avec un plan, puis on examine des cibles qui ne sont pas en cohérence avec le plan, et au fur et à mesure qu'on avance, on découvre qu'il faut changer de plan radicalement pour atteindre vos objectifs de base. Donc il y a une certaine flexibilité, une mise à jour, un aggiornamento qu'il faut faire à un moment donné. Il y a des choix. Certains d'entre vous en sont là. Ils ont testé une voie, ça ne donne rien. Il faut changer de voie, mettre d'autres objectifs, d'autres cibles dans un domaine différent qui réalise vos objectifs. Le point 5 que j'ai choisi de traiter aujourd'hui, je l'ai déjà traité une fois, ce sont les facteurs d'épanouissement. J'ai évalué 8 facteurs qui permettent de vous épanouir. Je vous les ai présentés lors d'un webinaire antérieur. Ces 8 facteurs d'épanouissement, je vais les reprendre rapidement, j'en ai la liste ici. Il faut que vous ayez une croyance profonde d'être efficace dans un domaine. Si vous n'avez pas ça, vous ne réalisez pas votre épanouissement. Deuxièmement, il faut que dans votre travail professionnel, prospectif, j'entends, il y ait un sens. Alors un sens, ce n'est pas quelque chose de messianique, on ne va pas changer le monde, mais on contribue. Il faut que l'entreprise ou le travail que vous envisagez de faire ait un sens, une justification sociétale ou nationale ou régionale ou quelque chose qui ait un sens. Il faut, troisièmement, je le rappelle, que ça satisfasse votre curiosité, votre désir d'apprendre. Il faut qu'il y ait des choses nouvelles. Lorsque vous n'apprenez plus dans une société, ça devient moins intéressant. Ça peut être rémunérateur, mais ce n'est pas, vous n'avez plus la même passion que les premiers jours. Donc il faut vous poser la question, est-ce que l'entreprise où je vais, le poste que je vais prendre, va être intéressant, va satisfaire ma curiosité, est-ce que je vais apprendre? Souvent d'ailleurs, on apprend des personnes qui sont vos mentors ou vos patrons. Quatrième facteur d'épanouissement, il faut que dans l'entreprise où vous entrez, vous soyez reconnu, que vous sentiez qu'on est content de vous avoir, qu'on attend des merveilles de vous, pas trop, mais des merveilles, qu'on sait que vous êtes formidable, et il faut que psychologiquement, il y ait un sens, une équipe, une ambiance. Cinquième facteur d'épanouissement, il faut qu'on vous délègue un territoire suffisant. Il faut que vous ayez de l'autonomie. Qu'on ne vienne pas toujours derrière votre épaule vous dire faites ceci, faites cela, c'est pas bien. Il faut que de temps en temps on sente qu'on est son autonomie, qu'on prend ses risques, et si ça marche, on vous félicite.
Alors le point 6, c'est ce qui fait qu'on reste parfois dans les entreprises qui ne sont pas bonnes parce qu'ils ont une très bonne ambiance. Le point 6, c'est l'ambiance. Il ne faut pas rester dans une entreprise parce qu'il y a juste de l'ambiance. Mais il faut que dans votre entreprise, il y ait tous ces facteurs que je viens de décrire, plus une ambiance de travail correcte. Il n'y a pas des ambiances parfaites. Il y a parfois des tiraillements, des politiques, des gens qui ne se comprennent pas. C'est parfait, ça fait partie de la vie. Mais il ne faut pas que ce soit odieux, insupportable. Il faut vous renseigner avant et que l'ambiance soit bonne, qu'il y ait confiance mutuelle, respect, etc. Alors le point 7, c'est presque un facteur d'irritant. Si vous ne partagez pas les valeurs de l'entreprise, ça ne marchera pas. Si une entreprise est uniquement dirigée sur la cupidité et que vous êtes un homme généreux qui aime gagner de l'argent, mais pas au point de nuire à ses voisins, et si vous avez un système de valeurs qui est agressif, vous ne vous entendrez pas. Ça joue sur les questions sociales et syndicales, rarement sur les questions politiques. On s'entend avec des gens qui ont des opinions politiques différentes, s'ils vous respectent, s'ils ont un sens des valeurs. Et si vous avez des gens qui n'ont pas de valeurs ou qui ont des valeurs que vous ne partagez pas, à terme, ça va casser. Et enfin, last but not least, c'est un point essentiel, il faut que l'épanouissement maintienne votre équilibre familial. Il ne faut pas qu'on vous dise, vous êtes corvéable à merci, vous allez faire votre vie familiale va en prendre un coup, vous allez divorcer, et que ce soit une situation insupportable. Alors, sans aller à des extrêmes, il faut examiner les conséquences sur la vie de famille, l'équilibre, travail, famille, que posera ce nouveau poste. Je mentionne ça parce que c'est quand même le filtre déterminant du choix du nouveau poste que vous prendrez. Alors, j'ai écrit un livre, je vais faire un peu de publicité pour mon livre. Il n'est pas encore édité, il est en cours d'édition, il sera édité le mois prochain ou pendant l'été. J'ai choisi un certain nombre de citations de ce livre. Regardez les 5 étapes de la recherche d'un poste à l'aune de ces citations. Le point numéro 1 du livre, c'est sélectionner des entreprises qui sont les plus susceptibles d'avoir besoin de vous. C'est évident, c'est le système que je préconise. Autre citation, si vous parvenez à vous présenter face à un décideur en lui disant « je peux résoudre tel problème ou apporter telle solution dans le cadre de votre entreprise », vous serez accueilli à bras ouverts. C'est évident, mais on ne le fait pas. Troisième citation, soyez le conteur de votre histoire. Votre histoire personnelle et professionnelle est unique et la personne qui recrute veut la connaître avec les plus et les moins. Ça le mettra en confiance et de toute façon, il connaîtra votre histoire un jour ou l'autre. Soyez prêts à raconter votre histoire et comment vous en êtes venu à résoudre un problème chez lui. Quatrièmement, racontez à votre cible idéale vos 2 succès antérieurs susceptibles de l'intéresser. Vous savez que c'est la Bible chez nous. La phrase clé, c'est « ce que j'ai réussi ailleurs, je peux le faire pour vous, pour résoudre votre principale priorité ». C'est le langage qu'il faut tenir à un moment donné.
Tout le reste, ça existe, mais c'est la réalité profonde, c'est que c'est un échange économique. Il a un problème, vous pouvez le résoudre. Cinquième citation. Il faut envoyer à votre cible préférée un message, que ce soit un email ou autre, percutant. Alors c'est le message précédent. J'ai réussi ailleurs, je peux le faire pour vous, pour résoudre votre principale priorité. Ça, c'est un schéma général, mais il faut être concret. En s'adressant à une personne, c'est le message imparable. Sixième citation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le contact que vous allez approcher a énormément d'intérêt à répondre favorablement à votre demande. Souvent, on a cette pensée négative, je vais déranger, je vais le solliciter, il va trouver ça pas intéressant. Vous vous trompez. L'attitude de quelqu'un qui est susceptible de vous recruter, c'est est-ce que c'est intéressant pour nous? Et donc, il est très favorable. Maintenant, il faut que vous ayez trouvé la raison de l'intéresser. C'est tout le parcours que je vous fais faire. Mais sachez qu'a priori, quelqu'un qui prend un appel de vous souhaite le succès de l'entretien. Il cherche la perle rare qui va résoudre son problème. Et si vous êtes cette perle rare et que c'est son problème, c'est gagné. Alors, je prends d'autres citations. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là qu'il y a une des questions qui est posée tout à l'heure qui reprend cette citation. La citation numéro 8 ou 9. Les recruteurs, les dirigeants, doivent avoir le sentiment lors d'un entretien avec vous, inconscient, que vous êtes déjà recruté et que vous avez un entretien avec eux qui est constructif. Il faut créer une conversation. L'entretien n'est pas un interrogatoire, c'est une collaboration. Si vous arrivez à créer ce sentiment déjà que vous êtes en collaboration, même inconsciente, c'est très favorable à votre candidature. On reprendra cela à l'occasion de la question spécifique du membre de notre formation. Alors, j'ai lu un article qui m'a frappé, qui est assez percutant et que je voudrais partager avec vous. L'article est méchant. C'est les winners et les losers. Les personnes qui le sont font le contraire du loser que je vais vous décrire. Alors, il y a un certain nombre de points que je vais mettre en annexe. Le loser est sceptique. Le gagnant fait confiance. Le loser parle de problème. Le gagnant est obsédé par la solution. Le perdant fait des hypothèses. Le gagnant pose des questions. Le perdant dit il, eux, parlant de gens. Le gagnant dit nous.
Dans une entreprise, le contrôleur de gestion loser se plaint de ne pas avoir un bon reporting. Il incrimine les autres, il les accuse, au lieu de se demander pourquoi il n'obtient pas un bon reporting de leur part. De toute évidence, il n'a pas pris la responsabilité de sa fonction. Le gagnant utilise le nous, dans lequel il englobe les utilisateurs, les associe à la réussite de l'entreprise en stimulant leur fierté, leur sentiment d'appartenance. Je reprends un autre point. Le perdant veut les moyens les moins chers, le gagnant veut les meilleurs moyens. La liste est longue, et je vais vous la donner. Pour le loser, l'argent compte plus que le temps. Pour le gagnant, c'est l'inverse. Le loser s'obstine. Le gagnant imagine. Le perdant se plaint et critique. Le gagnant félicite et encourage. Le loser écoute n'importe qui. Le gagnant n'écoute que des experts. Alors celle-là est méchante. Le loser a un grand téléviseur. Le gagnant lit beaucoup. Je suis très vexé parce que j'ai un grand téléviseur et j'adore la télévision, mais il se trouve que j'ai une grande bibliothèque, je lis beaucoup. Et très souvent, il y a des cas extrêmes de gens qui sont passifs, qui ne lisent pas, qui ne s'intéressent pas aux opinions des autres. Donc c'est cela que cette phrase veut dire. J'ai voulu faire cette comparaison pour vous stimuler à chercher à être parmi les gagneurs. Faisons un peu la synthèse de ce que je voulais vous transmettre comme message aujourd'hui. C'est la situation. Vous savez qui vous êtes, vous avez fait l'auto-évaluation, vous connaissez vos forces. Avec ces forces, vous savez quelles sont les 30 pistes qu'il faut que vous suiviez. 30, 40, 20, il n'y a pas de miracle dans le chiffre. Mais une quantité suffisante, vous savez. Vous en avez fait la liste, vous la mettez à jour, vous renseignez tous les jours, vous essayez de voir dans votre écosystème général où il faut que vous alliez. Il faut que vous soyez imaginatif, vous pouvez même faire des folies, vous dire, je n'avais pas pensé à être dans ce secteur, mais oui, pourquoi pas. Vous simplifiez le processus d'approche. L'approche, c'est tout simplement contacter des gens qui ont besoin de vous et trouver votre futur patron. C'est une chasse de tête à l'envers. Vous devenez chasseur de votre futur employeur. Donc, si ce n'est pas, vous tombez sur une cible qui n'est pas une cible, eh bien vous le reconnaissez, vous dites, il n'y a pas de problème, je suis tombé sur la mauvaise cible. Mais vous allez approcher des gens que vous ne connaissez pas, vous expliquerez l'objet de votre appel dans un mail, par courtoisie, vous appelez le secrétariat du directeur général que vous voulez contacter, ou du directeur des ressources humaines si le directeur général n'est pas disponible, ou le directeur du département qui vous intéresse, et vous choisirez avec le secrétariat ou avec l'intéressé un moment où vous pouvez vraiment effectivement parler. La première des questions qu'il faut poser, c'est est-ce que je dérange? Est-ce que
il y a un moment plus approprié pour parler. Très rapidement, je dirais même la première phrase vous indiquerait la raison pour laquelle vous êtes intéressant, le problème que vous pouvez résoudre chez eux, les solutions que vous pouvez apporter. Il faut que vous apportiez un peu de grain à moudre tout à fait au début. Et c'est pour ça qu'on a développé la phrase de l'ascenseur, elevator pitch, c'est la phrase en 10 secondes qui vous définit. Pas simple, mais c'est un exercice qu'il faut que vous fassiez. On arrive à d'excellents résultats car la plupart des gens sont coopératifs. Les gens ne cherchent pas à vous nuire, ils veulent au contraire trouver des solutions dans leur entreprise. Et si vous êtes la solution pour eux, que demande le peuple? Ils sont gagnés. Le gagnant, c'est les deux. Alors pour l'interview, je vous ai indiqué qu'il faut créer la comté par l'écoute et par la réponse claire et précise à la question et savoir dire je ne sais pas si on ne sait pas. Savoir dire je n'ai pas fait cela si on ne l'a pas fait. Il ne faut pas essayer de vendre, il faut essayer de se mettre sous un angle positif. Sachez que les entreprises ont toutes des formations pour apprendre aux gens leur métier. Par conséquent, si vous ne savez pas faire une chose, la réponse c'est avez-vous une formation dans ce domaine? Je suis à votre disposition pour toutes les questions et tous les blocages que vous pourriez avoir, vous le savez. Vous pouvez m'écrire vos questions, indiquer ce que vous désirez que je débloque dans votre programme, car il y a toujours des difficultés. Nous allons aborder maintenant des questions qui ont été posées ou qui sont sur le chat. La première question qui a été posée est tout à fait significative. On me demande, vous recommandez dans l'interview une conversation pour gagner la confiance de l'interlocuteur. Pouvez-vous me donner un ou deux trucs? Il faut simuler, pour répondre à cette question, la situation. Prenons un exemple. Je vous pose la question, vous êtes directeur commercial, je vais vous dire, il y a des difficultés dans toutes les ventes, notamment dans les ventes industrielles qui sont des devis très compliqués, on est en concurrence avec les grands groupes mondiaux. Racontez-moi l'histoire de votre pire échec des 2 dernières années. Si ce n'est pas indiscret, ou vous pouvez cacher le nom du client. Vous répondez de façon authentique. Vous indiquez, le client avait telle demande, nous avons fait un devis, les ingénieurs se sont rencontrés, on a convenu d'une prestation et nous n'avons pas obtenu le contrat. Ça a fait beaucoup de bruit dans l'entreprise car on comptait beaucoup sur notre supériorité et nos qualités dans ce domaine et on pensait que nous étions très, très valables sur le plan du prix. Vous pouvez, une fois que vous avez dit cela, dire ce que vous avez appris de cette situation. C'est-à-dire comment l'échec que l'entreprise a eu et vous-même dans cette vente manquée a provoqué des changements, des vérifications, des formations, enfin, comment vous avez amélioré les choses par la suite. Il faut que ça serve à quelque chose. Mais vous pouvez engager la conversation. Ça ne suffit pas de répondre. Vous pouvez dire, notre échec
a été due en particulier parce qu'on n'a pas laissé la liberté au directeur commercial, que j'étais, de faire des conditions meilleures, de réduire les prix, de faire un service après-vente plus intéressant, etc. Donc, il y a eu, voilà les raisons. Vous, dans votre entreprise, quelle est la politique en matière d'autonomie du directeur commercial? Jusqu'à quel point peut-il modifier les tarifs, faire des réductions ou proposer des services complémentaires dans le cadre du devis initial? Ça pose le vrai problème. Vous, comment faites-vous? Nous, on a fait comme ça, il y a eu un échec, on a essayé de s'améliorer, on a fait telle chose après, mais vous engagez la conversation et lentement, de façon totalement inconsciente, il se crée un dialogue entre vous et l'interlocuteur, un peu comme simulé, simulacre de ce que serait un dialogue si vous étiez déjà dans l'entreprise. On est dans les symboles et dans les hypothèses, mais ça crée une ambiance de rapports humains plus confiants et plus constructifs. Moi, j'ai fait un échec, j'ai appris cela, mais vous, quelle est votre politique? Est-ce que cette politique aboutit à ce genre d'échec ou est-ce que vous avez trouvé des solutions? Y a-t-il des systèmes qui sont meilleurs, qui permettraient d'éviter dans votre entreprise? Et ça oblige la partie adverse, j'appelle adverse parce qu'elle est de l'autre côté, à se révéler et il y a un dialogue entre vous qui peut être sympathique parce qu'il ne s'agit pas d'une situation réelle et qui permet à votre interlocuteur de vous connaître et d'avoir confiance sur votre façon de raisonner. C'est cela que je veux dire par passage à la conversation. L'erreur consisterait à dire j'ai fait ça, ça, ça et ça, j'ai telle solution, j'ai tel diplôme, j'ai tel. Vous avez répondu à l'interlocuteur, mais vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien révélé qui vous faire avancer la discussion à une conversation réciproque où vous montrez votre quant à soi égalité avec lui, vous posez des questions, chacun respecte l'autre, il n'y a pas cette situation d'infériorité dans laquelle le candidat s'adresse à un interlocuteur qui peut peut-être le recruter. C'est pas bon. Il faut que le candidat se révèle un interlocuteur à égalité, sans être arrogant, mais montrant qu'il a son opinion et qui peut, s'il entre dans l'entreprise, apporter un dialogue constructif lorsqu'ils auront des problèmes. Deuxième question. Comment optimiser ma présence sur LinkedIn? Quelles erreurs dois-je éviter? Je trouve ma page LinkedIn très banale. C'est déterminant, ça. C'est important que vous ayez une page LinkedIn qui soit originale, sympathique, vivante. J'ai une réponse à cette question dans un document que je vais essayer de retrouver. Je vous l'enverrai. Il s'agit des 23 erreurs à ne pas commettre sur LinkedIn. Je crois que je vous l'ai déjà transmis dans le passé, mais ça évolue, étant donné que LinkedIn est en évolution permanente. Vous savez que LinkedIn offre des formations gratuites pour optimiser votre page LinkedIn. Je vous engage à y aller. Beaucoup de ces formations sont traduites en français, mais certaines ne le sont pas. À ce moment-là, vous utilisez Google Translate et vous avez une traduction à 98% valable. Il y a quelques erreurs et des anomalies que vous reconnaîtrez tout de suite, mais vous en rirez. En réalité,
Google Translate traduit les documents de ce type de façon suffisamment proche pour qu'on comprenne. Lisez ce document des 23 erreurs ou 25 erreurs, j'ai oublié, à ne pas commettre quand on fait sa page LinkedIn et comment optimiser. C'est exactement le sujet que vous venez d'évoquer. Plutôt que de le faire moi-même, je préfère vous envoyer vers cette étude et également vers le webinaire que j'ai fait sur ce sujet précédemment, si vous l'avez. La troisième question est la suivante. Le plus dur pour moi, c'est de faire des appels à froid à une entreprise qui me plairait bien. Avez-vous un conseil à me donner pour réussir un appel téléphonique à froid et obtenir une prise de rendez-vous? Alors, je peux vous dire déjà que j'ai déniché une formation sur apprendre à faire les appels à froid. Parce qu'il y a une technique et il y a un apprentissage. C'est deux choses un peu différentes, mais la technique, c'est des erreurs à ne pas commettre, auxquelles on ne pense pas. Et puis, il y a un apprentissage, c'est se sentir sûr de soi et développer la technique des appels téléphoniques. Ça s'apprend. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est mystérieux et que certaines personnes savent faire et les autres jamais. Je vais vous envoyer la référence, je crois l'avoir déjà fait dans le passé. Je vous envoie la référence de cette formation. Et puis, il y a des articles sur ce sujet qui sont passionnants, qui vous amuseront, qui vous indiquent comment procéder pour faire des appels à froid. Alors, ça se prépare à l'avance. Et avant l'appel, il faut annoncer la couleur, pas trop, pour que ce soit intéressant. Fixer les dates où ça convient. Il y a des procédures à suivre, mais on est dans un monde nouveau, je vous rassure. On appelle des inconnus tout le temps sur la base d'intérêts réciproques. Le téléphone, c'est un usage permanent. Parfois, on utilise même le Skype, les conférences téléphoniques sur Zoom et autres. Il faut dégager un intérêt, il faut que ça ait un intérêt pour la partie adverse. Et c'est là tout l'art. L'art, c'est l'échange. Vous apportez quelque chose et eux répondent à votre appel. Il faut savoir utiliser l'environnement de l'interlocuteur, son écosystème à lui. Il faut savoir qu'il y a des entreprises où il y a des procédures. Et je vais vous donner un exemple que j'ai fait en m'amusant. Je voulais démontrer à mes partenaires, ça date d'il n'y a pas très longtemps, ce genre de challenge, du moment qu'on savait se servir d'un téléphone. Alors les journaux, les témoins disaient une telle banque recherche un président. Il s'agissait d'une banque américaine, banque d'affaires, qui traitait des plus grosses fusions mondiales. Et le directeur général avait quitté pour rejoindre une autre banque à Londres. Donc, ils étaient certainement en recherche. Ils avaient en tout cas un besoin. Alors voilà comment j'ai procédé. J'ai attendu 6 heures du soir, 7 heures du soir, c'est-à-dire on est à 11 heures midi aux États-Unis, et j'ai appelé le standard de cette banque à New York. J'ai demandé le département direction générale et le secrétariat, tu es formé évidemment.
américaine à qui j'ai dit, je cherche à joindre le président, monsieur Untel, parce que je suis chasseur de tête, spécialisé dans le domaine bancaire. Ce jour-là, j'étais spécialiste de banque, mais je fais de l'industrie et je suis spécialisé dans les recrutements au niveau directeur général. Et j'ai appris qu'en France, vous aviez un besoin d'un directeur général pour la France ou d'un président pour la France, car celui que vous aviez est parti. Et je peux vous aider, j'ai des idées sur ce sujet. Derrière pléthorique de ce grand président m'a dit, je vais vous transmettre au directeur international, car le président certainement est au courant, mais il n'est pas là aujourd'hui. Enfin, c'était une phrase, je le savais. Et c'est la responsabilité du vice-président international de la banque de superviser les filiales et donc particulièrement celles qui sont en Europe. Monsieur Untel. J'appelle le secrétariat de ce monsieur Untel qui dirigeait les vice-présidents internationaux et lui, je l'ai au téléphone. Il me dit, effectivement, j'ai entendu dire que nous avions un président en France qui avait quitté, et il y a certainement un besoin. La personne à appeler, c'est monsieur Untel à Londres, qui est directeur pour l'Europe. Il me donne les coordonnées. J'appelle la personne. Je tiens à préciser que chaque fois j'appelais en disant, je viens de parler au secrétariat du président qui m'a recommandé de vous appeler, car c'était vous qui supervisez 7 heures du soir, mais il travaille tard, puis il y a 1 heure de différence. Je tombe tout de suite sur l'interlocuteur, qui était patron pour l'Europe. Je lui dis, je viens de parler au bureau de M. Untel, car le président m'avait recommandé de l'appeler. J'ai appris que vous aviez un besoin d'un directeur général pour la France. J'ai déjà quelques idées, je peux vous aider. Je pense à 3-4 candidats que je peux. Et tout de suite, j'ai quelqu'un qui me dit, oui, j'ai effectivement ce problème. Quand pouvons-nous nous voir? Je passe en France, parce qu'il supervisait la France en direct. C'était une de ses priorités. Il passait en France 5-6 jours plus tard. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, voilà le plan que j'ai, voilà les 5-6 personnes immédiatement que je peux vous présenter, qui seraient compétentes pour ce poste. Il a été convaincu. On a signé un accord et il a commencé à recruter les gens. Personne dans mes concurrents n'avait fait ça. Et moi, je l'ai fait un peu par bravade pour prouver aux consultants, aux partenaires du cabinet, que c'est comme ça qu'il fallait opérer. On prend un problème qui est dans la nature, ce problème, si on est compétent pour le résoudre, on appelle le chef de l'entreprise, on tombe sur son assistante, l'assistante vous transmet aux lignes de décision et on arrive devant un interlocuteur avec lequel on discute du problème. Appliquez cette doctrine. Si le niveau de décision est trop élevé pour la candidature que vous représentez, vous dites à l'assistante, à qui dois-je m'adresser? Qui a ce besoin? J'aimerais pouvoir en discuter opérationnellement, plutôt qu'avec la direction des ressources humaines, mais si c'est la direction des ressources humaines qu'il faut voir, je verrai la direction des ressources humaines. Mais qui a ce problème? Et l'assistante vous donnera les éléments. Cet exemple montre que quand on a une approche positive et systématique, on gagne. Nous avons terminé cet entretien. J'espère que ça vous a été utile. On a fait le tour d'horizon. Il faut simplifier. Ayez un plan. Tenez-vous à votre plan. Modifiez-le s'il ne marche pas. Ayez des cibles qui correspondent à vos compétences. Et approchez les gens
de façon très polie, en annonçant à l'avance par un mail, en indiquant qui vous êtes, en indiquant les problèmes que vous pouvez résoudre dans son entreprise, et en générant cette espèce d'intérêt que tous les hommes d'affaires et tous les directeurs de ressources humaines ont de résoudre les problèmes qui sont chez eux. Et si vous êtes la solution d'un de leurs problèmes, vous serez très bien accueilli. Après, pour l'interview, essayez de créer une atmosphère d'authenticité, vous posez des questions, vous commencez à initier un dialogue. La preuve est, par les candidats que j'ai eus qui ont trouvé des postes, que c'est la bonne méthode. Je vais vous donner un exemple de succès. Nous avons pris, il y a environ 3 mois, quelqu'un qui était dans une association, directeur de l'association. Cette association était professionnelle, avait but de défendre les intérêts des patrons de l'association dans un secteur donné, de négocier avec les syndicats lorsqu'il le fallait, des accords d'entreprise appartenant à un secteur particulier. Il est venu nous voir pour établir son plan de transition professionnelle. Il a approché un grand nombre d'entreprises, une vingtaine, une trentaine, et toutes les entreprises avaient la même réaction vis-à-vis de lui. Il disait, mais j'ai des problèmes qui sont ceux que vous pouvez résoudre. C'est clair que vous avez la compétence en matière de communication sociale, en matière de résolution de problèmes avec le monde de la production, avec le monde industriel, que vous savez parler aux syndicats, consultant de l'entreprise, nous signerions tout de suite un accord. Il était tout de même étonné, parce qu'il cherchait un poste de secrétaire général, directeur administratif, directeur des ressources humaines. Il était très étonné de cette attitude. Puis à un moment donné, quand il a eu 4 ou 5 personnes qui lui ont dit ça, il a trouvé un associé qui connaissait bien le monde du conseil en communication sociale. Ils ont créé un cabinet. Ils sont revenus voir les personnes qui s'étaient engagées à lui confier des missions et ils ont créé donc une entreprise. Ça s'est passé il y a 3 mois. Il faut avoir une très grande ouverture. Sachez que si vous ne trouvez pas de poste et que vous avez une compétence, vous pouvez être expert à votre propre compte et créer une entreprise qui satisfait tous vos objectifs d'épanouissement. Cet exemple est un peu particulier, mais les contacts que vous allez avoir, ce sont votre étude de marché de qui vous êtes, car c'est la réponse du marché. Le marché, ce sont les dirigeants que vous allez contacter qui vont vous dire ce qui doit être votre place. Si c'est à titre d'une entreprise personnelle de consultation, n'hésitez pas à le faire. Il faut reconnaître que c'est un cas un peu particulier. N'hésitez pas donc à communiquer avec moi vos problèmes et vos difficultés. Je vois que j'ai un message de Corinne. Je lui souhaite beaucoup de succès dans son contact d'aujourd'hui. Sur cette note heureuse, à très bientôt, à notre prochain webinaire.